deux choses qui m'enchantent. D'abord, on a rouvert comme notre hôtel à Disneyland Paris le 15 juin. Il a déjà fait plusieurs nuits à 100% d'occupation. Deuxième chose qui m'enchante, on a déjà en carnet de commande 1 million d'euros de réservation pour la Coupe du monde du rugby de 2023. Bonjour Fabrice, comment tu vas? Bien, et toi, Vangelis? Écoute, ça va super bien. Comment ça se passe alors pour l'hôtellerie chez B&B? Chaque jour est meilleur que le précédent, chaque lundi est meilleur que le lundi de la semaine précédente, et ainsi de suite, dans tous les pays. On est redevenu positif en EBITDA depuis le début du mois de juin. C'est quoi les 2-3 derniers deals dont tu es le plus fier? Le plus iconique pour B&B, ça fait 30 ans qu'on essayait d'ouvrir un B&B à l'intérieur du périphérique parisien. Et c'est fait avec la reprise des 250 chambres du Team Hotel Berthier, qui a ouvert sous notre pavillon la semaine dernière, et qui se trouve en face du nouveau palais de justice dans le 17e. Donc ça, c'était plutôt une bonne occasion de rentrer enfin sur le marché parisien. Vous avez fait l'opération avec qui? On l'a fait avec Swiss Life, qui a racheté l'immobilier au moment où nous, on a racheté les fonds de commerce. Le tout au vendeur qui était Team Hotel, donc LFPI. Et juste avant le Covid, vous réfléchissiez en vous rasant le matin sur comment étendre un peu plus rapidement le réseau. Je crois que tu as réussi dans 2-3 autres pays à faire quelques petits deals aussi pour accélérer là-dessus. On a aujourd'hui 560 hôtels chez B&B et notre conviction, c'est qu'un réseau mûr d'hôtellerie économique en Europe, c'est probablement entre 3 et 4 000 hôtels. Et bien entendu, on aimerait contribuer à ça et le plus rapidement possible arriver à ces chiffres. Historiquement, on ouvrait 30, 40, 50 hôtels les meilleures années par an. Cette année, on va en ouvrir 70, peut-être davantage. Ça dépendra des dieux, des fusions et acquisitions. Donc on essaye d'accélérer tout en ayant conscience que même en ouvrant une centaine d'hôtels par an, pour arriver à 4000, ça va prendre une vie entière, ce qui est un peu long. Donc il faut qu'on soit plus imaginatif. Alors, qu'est-ce qu'on a fait comme deal récemment? Plein de petites choses. On a racheté une chaîne de 4 hôtels à Munich qui s'appelait Leto Motel. On vient de racheter dans le centre du Milan 4 hôtels qui étaient exploités sous l'enseigne Mini Hotel. On vient aussi d'ouvrir notre premier hôtel aux Pays-Bas. Ça se trouve au nord d'Amsterdam, à Zaandam. C'était un hôtel Ibis qui va devenir un B&B. Et puis on continue un peu partout. Je crois que cette semaine, on a ouvert une dizaine d'hôtels à travers l'Europe, ce qui bien sûr est un record pour nous. Mais tu ne crois pas justement qu'on va, dans tous les scénarios, où on va réussir à dépasser le Covid, où on va réussir à vivre avec? Tu citais l'exemple de l'Allemagne. Finalement, est-ce que, d'une façon ou d'une autre, on n'est pas au début d'un cycle qui est plutôt positif? En Allemagne, ils sont beaucoup plus prudents. Et malgré tout, quand on fait des projections sur notre prise de carnet de commande en Allemagne aujourd'hui, on se rend compte que malgré ces 30% de chiffre d'affaires à peu près, que sont les conférences, une partie de loisirs, etc., qu'on n'a pas, on arrive à revenir assez rapidement au chiffre de 2019. Donc on peut vivre avec un monde dégradé, avec une performance acceptable. C'est une anecdote, Vangelis, mais deux choses qui m'enchantent. D'abord, on a rouvert comme notre hôtel à Disneyland Paris le 15 juin. Il a déjà fait plusieurs nuits à 100% d'occupation. Deuxième chose qui m'enchante, on a déjà en carnet de commande 1 million d'euros de réservation pour la Coupe du monde du rugby de 2023. Aujourd'hui, tu vois comment les modèles de développement par rapport à ceux qui étaient assez, on va dire, monolithiques chez B&B. Au début, il y avait un peu qu'un seul mode de développement. Là, maintenant, par rapport aux ambitions que tu nous as mentionnées, comment tu penses que vous allez faire les deals et le développement? On le fait pour deux raisons. La première, c'est que ça fait plaisir à nos clients et que ça permet d'accroître la taille du réseau et la puissance de la marque, ce qui bénéficie pour le coup à tous les hôtels. Et la seconde, c'est parce que ça rend des franchisés heureux qui nous le rendent avec une qualité de service et de produit qui est bonne. Le franchisé doit être complémentaire de notre produit et donc intervenir dans des zones, des villes secondaires, des hôtels de taille moindre dans lesquels on ne serait pas allé spontanément parce qu'on n'y trouvait pas la profondeur de marché ou la taille d'hôtel qui nous permet d'être efficace. Au passage, nos franchisés, pendant cette période, qui dit petit hôtel et ville secondaire, tu le sais, c'est ce qui a le mieux marché depuis un an, donc ils ont eu des performances très honorables et supérieures à celles de l'ensemble de la moyenne du réseau B&B.
Est-ce que dans la façon dont vous allez investir dans les années à venir, tu as un peu déjà une espèce d'equity story ou de thèse sur voilà, on va dire une étape à quelques années de là? On aimerait bien que cette enseigne que certains connaissent et apprécient devienne une marque reconnue en Europe d'hôtellerie économique de qualité. Et pour construire une marque, il faut 2-3 choses. Il faut investir dans le produit, donc on va continuer à investir, rénover, etc. Il faut faire accroître le réseau. Parce que bien entendu, quand quelqu'un se dit « je voudrais dormir quelque part », B&B pourrait être la solution, on doit lui répondre « oui, bien sûr » et on est là. Et si la réponse est non, on est à 30 km, au fait, on ne répond pas aux besoins du client. Donc, accroître le réseau. Et puis, bien sûr, investir dans la marque elle-même. On fait beaucoup d'efforts et on va intensifier nos efforts autour de la communication, du marketing. Et par exemple, en ce moment, on a une équipe cycliste qui s'illustre modestement, mais avec talent, sur le Tour de France. On parle d'hôtellerie économique. Parfois, on va dire le côté un peu négatif, c'est de parler de commodité. On doit bien faire 2-3 choses, mais il faut le faire parfaitement bien. Et en même temps, on parle aussi de remettre du contenu dans l'expérience, ce côté lifestyle, la concert à toutes les sauces. Tu vois comment, toi, l'évolution du produit? D'abord, je crois qu'il ne faut pas avoir peur du mot commodité. C'est-à-dire que dans notre vie quotidienne, on a tous des moments où on est à la recherche de quelque chose de singulier, d'une expérience, de quelque chose d'un peu typique, peut-être un peu luxueux. Et puis il y a aussi des moments où on a besoin d'objets du quotidien, de produits du quotidien qui répondent à nos besoins d'être humain. Donc personnellement, le mot commodité ne me fait pas honte et ne me dérange pas. Je crois que c'est important de le faire et de le faire bien en revanche. Ça, c'est une première chose. Deuxièmement, je pense que le grand combat du moment, et j'enfonce une porte ouverte, c'est bien sûr le sujet du numérique et du digital. Et le Covid l'a montré. Nous, on travaille pour se dire que dans les prochains mois, on voudrait que nos clients puissent tous faire leur check-in online, rentrer dans leur chambre en ouvrant la porte avec leur téléphone. On se prépare, mais ça va venir assez vite. On aimerait peut-être un moment réfléchir à des sujets de personnalisation. Parce qu'on parle de prix contraints chez B&B, on ne pourra certainement pas offrir une palette de services infinie à tous les clients, ce que font des hôtels de luxe. En revanche, si on arrive à cibler et à apporter des petites choses spécifiques qu'un client donné désire avoir dans un hôtel parce qu'on le connaît, parce qu'on a l'habitude de lui et qu'on se parle et qu'on a échangé avec lui, on aura fait un grand pas. Donc je crois que ce sont les directions dans lesquelles on doit avancer. Alors le 28 septembre prochain, on va avoir le Global Lodging Forum et il y a Vincent et sans dévoiler de surprise et Georges Mohamed de chez Buzzman qui vont venir parler un peu de votre campagne là au sortir du Covid et du déconfinement. Est-ce que tu peux nous en dire 2 mots parce qu'elle était assez marrante, mais l'idée c'était au-delà de ce qui va être discuté le 28 septembre, mais l'idée c'était de marquer la réouverture avec quelque chose de symbolique en termes de com. On essaie d'être décalé et d'être un peu les trublions avec un message légèrement, avec un pas de côté sur le message, on a une chance d'attirer l'attention des gens et d'être reconnu. Ça, c'est la première chose. La seconde chose, c'est qu'on a quelques aspérités chez B&B et que dans les aspérités de B&B, moi, une des choses qui me frappe, c'est que c'est une société qui est une société incroyablement, pour utiliser un terme à la mode, inclusive. C'est-à-dire que ça fait 30 ans que chez B&B, on a des hôteliers qui viennent de toutes sortes d'origines ethniques, qui ont toutes sortes d'orientations sexuelles, qui ont toutes sortes de religions, etc. Et ça n'a jamais été chez B&B une question. C'est-à-dire qu'on ne s'est jamais levé le matin en se disant il faut qu'on devienne plus inclusif, plus je ne sais quoi. On l'était naturellement. Et donc cette campagne, elle tourne autour de ça en disant regardez, il y a des endroits, il y a des moments dans la vie où on est confronté à du sexisme, à une forme de racisme, à une forme de distanciation sociale. C'est comme ça, c'est les thèmes qui sont abordés par la campagne. Et quand vous revenez chez B&B, après ces moments difficiles, vous revenez dans un univers où vous retrouvez vos valeurs et vous êtes accueillis en tant qu'être humain à part entière, sans barrière et sans distanciation. Merci beaucoup Fabrice pour ce moment d'échange. Il ne me reste plus qu'à te souhaiter des très bons rêves-parts d'ici à la fin de l'année et puis de bonnes vacances. J'espère que tu auras un peu de temps pour en profiter. Merci.